triplet des observateurs, avril 2026. Nous avons accueilli Rosario Spagnolo, jeune diplômé en astrophysique de Liège. Il nous a fait une réunion sur la vie et la mort des étoiles, avec le célèbre diagramme de Hertzsprung-Russell, qui classe les étoiles tout au long de leur évolution de leur vie jusqu'à leur mort. Bonne réunion à tous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet exposé sur le diagramme de Hertzsprung-Russell. À vos souhaits, comme dirait Pierre. Alors c'est un diagramme qui est un peu considéré comme une pierre de Rosette en astrophysique par rapport à l'évolution des étoiles. C'est un diagramme qui est assez récent, qui a été créé début 1900, donc il a environ un siècle, 100 ans d'âge. Et c'est un diagramme qui a permis de comprendre l'évolution stellaire. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un siècle, on avait l'intuition que les étoiles étaient immuables, éternelles, que les étoiles ne naissaient et ne mouraient jamais, qu'elles étaient toujours là dans l'univers. L'élaboration de ce diagramme de Hertzsprung-Russell a permis aux astrophysiciens d'avoir un indice sur une temporalité de vie des étoiles. C'est-à-dire qu'avec ça, on a compris que les étoiles n'étaient peut-être pas éternelles, mais qu'elles suivaient une certaine évolution, qu'elles naissaient, qu'elles évoluaient et qu'elles mouraient à un certain moment. Et ce diagramme permet de mettre en lumière cette évolution stellaire. C'est pour ça que le sous-titre est « Vie et mort d'étoiles ». Alors, tout d'abord, un petit sommaire des parties que nous allons voir aujourd'hui. Ah oui, non, avant. J'aime bien commencer mes exposés par une petite citation en rapport avec le thème. Cette citation est la suivante: « L'univers avec toutes ses étoiles, au fond, c'est une sorte de décoration de Noël. » Ça vient de Jean-Marie Gouriot, une personne que je ne connaissais pas, mais qui est auteur et scénariste français. Soit, cette citation est en lien avec le thème d'aujourd'hui parce que le diagramme de Hertzsprung-Russell est une certaine façon de trier les étoiles selon leur couleur et leur luminosité. Et on voit que quand on regarde le ciel, en tout cas avec des instruments, on remarque qu'il y a plusieurs couleurs d'étoiles. Il y a des étoiles rouges, jaunes, oranges, bleues. Et c'est un peu comme plein de petites guirlandes de Noël, quoi. Alors, voici le sommaire d'aujourd'hui. Alors, vu que le diagramme de Hertzsprung-Russell est une manière de trier les étoiles selon leur couleur et leur luminosité, eh bien, on va partir de la base et définir, comprendre ce qu'est la couleur d'une étoile, d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'on a des étoiles bleues, pourquoi est-ce qu'on a des étoiles rouges, et ainsi de suite. Et on va parler aussi de luminosité d'étoiles. On va voir qu'il y a une certaine astuce pour comparer les étoiles. On ne peut pas comparer la luminosité des étoiles n'importe comment, surtout parce qu'elles sont situées à des distances différentes de la Terre, bien entendu. Une fois qu'on aura compris ces deux thèmes-là, couleur et luminosité, eh bien nous pourrons élaborer le premier diagramme de Hertzsprung-Russell. Alors oui, durant tout le long de l'exposé, je ne vais plus dire Hertzsprung-Russell, je vais dire le diagramme HR. On se donne bien pourquoi. Les astrophysiciens disent souvent le diagramme HR parce que ça donne mal à la tête de dire 50 000 fois Hertzsprung-Russell, surtout que je dois sûrement bafouer le nom de famille Hertzsprung, donc j'ai pas envie qu'il vienne me hanter dans sa tombe, désolé, mais il fallait pas être danois. Voilà. Une fois qu'on aura élaboré le premier diagramme HR, on aura compris que les étoiles se répartissent non pas aléatoirement, mais d'une certaine manière définie, selon ce diagramme. Et pour comprendre l'évolution stellaire, suite à l'élaboration de ce diagramme HR, il faut d'abord qu'on comprenne les processus nucléaires qui surviennent au sein des étoiles. Et une fois qu'on aura tout ça, eh bien, nous aurons toutes les pièces du puzzle pour comprendre l'évolution des étoiles. Alors, vu que nous allons parler d'étoiles, eh bien, ce serait bien de redéfinir ensemble ce que c'est réellement une étoile. Alors, l'étoile la plus étudiée, forcément, c'est notre Soleil. Voilà ici une vue de notre Soleil. Alors, ici, ce n'est pas une vue visible, bien entendu, c'est une vue en H-alpha, donc c'est une certaine longueur d'onde d'émission de l'hydrogène qui permet de mettre en valeur certaines structures dans le Soleil. Notre Soleil qui est une étoile comme n'importe laquelle a priori, mais qu'on a décidé d'appeler le Soleil. Les étoiles, comme notre Soleil, sont des astres qui sont extrêmement chauds. Alors la température d'une étoile varie selon la profondeur à laquelle nous nous trouvons au sein de cette étoile. C'est-à-dire qu'au cœur de notre Soleil, c'est là où nous avons les conditions de température les plus élevées, à peu près 15 millions de degrés Celsius. Alors on va voir que cette température-là de 15 millions de degrés Celsius, elle est nécessaire pour que l'étoile vive et survive. Et plus on s'éloigne du cœur de l'étoile, plus les températures se rafraîchissent entre guillemets, parce qu'au niveau
de la surface extérieure du Soleil, nous avons de températures de l'ordre de 6000 degrés Celsius. Et lorsqu'on rentre dans l'atmosphère du Soleil, là, les températures montent jusqu'à plusieurs millions de degrés Celsius. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout pour classer les étoiles, ça va être leur température de surface. Les étoiles produisent leurs propres énergies et c'est ce critère qui est nécessaire pour dire qu'un objet est une étoile ou qu'un objet est une planète. Notre Soleil, il brille tout seul. Il émet de la chaleur, de la lumière, de l'énergie par lui-même comme un grand. Et c'est le cas pour toutes les étoiles. À l'instar d'une planète qui, elle, ne crée pas réellement sa propre énergie. Nous voyons par exemple la planète Jupiter depuis la Terre, non pas parce qu'elle émet sa lumière, mais parce qu'elle ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. Elle est éclairée par le Soleil, quoi. On voit la Lune, non pas parce qu'elle émet sa propre lumière, mais parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Donc les planètes ne créent pas réellement leur propre lumière, si on met de côté les éventuels rayonnements infrarouges, mais ici nous allons rester dans la lumière visible. Donc une étoile produit sa propre énergie, une planète pas. Une étoile produit sa propre énergie via des processus de fusion. Nous allons les voir plus tard. Le Soleil, il brûle 620 millions de tonnes d'hydrogène, l'atome le plus simple, en 615 millions de tonnes d'hélium. Alors, on connaît tous, je pense, un certain principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, on passe de 620 millions d'hydrogène à 615 millions d'hélium. Il y a 5 millions de substances qui manquent. Alors, question pour vous, du coup. Que deviennent ces 5 millions de substances manquantes? C'est-à-dire? Ça devient de l'énergie. Et donc, ça devient de la chaleur. D'accord? Une certaine partie de cette énergie est renvoyée vers l'extérieur pour réchauffer le Soleil et émettre sa lumière. Et nous allons voir ça en détail plus tard. C'est pour toute sa vie Non, par seconde, je pense. Ouais. Je pense que c'est par seconde, oui. J'ai oublié de mettre la référence, mais c'est assez colossal. Ouais. Mais c'est sur un temps très court, seconde ou minute, ça je ne sais plus très bien, malheureusement. Ouais, c'est pas mal. Et aussi, eh bien, les planètes se créent dans l'entourage d'une étoile. La Terre tourne autour du Soleil, d'accord? Et le Soleil est extrêmement massif. Si on pèse tous les objets dans le système solaire, eh bien, 99,8% de la masse du système solaire, bah, c'est le Soleil. Le Soleil est énorme. Surtout quand on compare la taille de la planète Terre par rapport à la taille du Soleil. Le Soleil est gros comme à peu près 1 million de planètes Terre. Et le Soleil est gros comme à peu près 1000 Jupiter. Donc c'est assez colossal comme objet. Bien, maintenant qu'on sait ce que sont les étoiles, eh bien nous pouvons commencer tout doucement à les classer. Et on va se mettre un peu dans la mentalité de Hertzsprung et Russell, de comment ont-ils fait pour classer les étoiles, quels critères ils ont utilisés pour classer les étoiles en différentes catégories, en différentes familles, ou en différents groupes, appelez ça comme vous voulez. Alors quand on regarde une étoile, intuitivement, les seuls deux paramètres qu'on peut connaître de l'étoile en la regardant, c'est sa couleur et sa luminosité. On regarde une étoile, ou elle est rouge, ou elle est bleue, ou elle est orange, on les voit à l'œil nu. On peut prendre l'exemple de Bételgeuse, qui est un peu plus rouge, comparé à Rigel, qui est un peu plus blanchâtre, voire légèrement bleuté. Et on peut regarder, étudier leur luminosité aussi. Il y a des étoiles plus brillantes que d'autres. D'accord? Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel, vue depuis la Terre. Okay? Mais commençons d'abord par la couleur d'une étoile. Pourquoi est-ce qu'il y a des étoiles rouges? Pourquoi est-ce qu'il y a des étoiles blanches? Pourquoi y a-t-il des étoiles jaunes et bleues? Pour comprendre la couleur des étoiles, il faut d'abord comprendre ce qu'est une couleur. Alors si ici, certaines d'entre vous ont déjà assisté à certaines de mes conférences, ça va être un peu un rappel, parce que j'ai déjà parlé de ce sujet-là durant la conférence des idées noires de la physique, où je parlais du principe de corps noir et donc de couleur d'étoile. Ça va être un petit rappel ici, ou une nouveauté si jamais vous n'avez pas assisté à cette conférence. Alors, pour comprendre ce qu'est une couleur, il faut retourner très longtemps en arrière, durant l'époque du célèbre Isaac Newton. Alors, Isaac Newton, si jamais vous ne le connaissez pas, on ne cesse de le présenter, c'est une personne qui a à peu près tout fait dans la vie. Il est alchimiste, physicien, philosophe, il a fait plein de choses. Isaac Newton est une personne qui a assez bien
amélioré la physique avec ses célèbres lois de force égale masse fois accélération, la célèbre loi de gravitation de Newton et ainsi de suite. Mais il n'a pas fait que de la gravitation et de la force. Isaac Newton s'est aussi posé des questions sur la nature de la lumière, et plus précisément sur la nature de la lumière blanche. Alors, on va considérer que le Soleil émet de la lumière blanche. D'accord ? Et ce qu'il a fait, Isaac Newton, c'est qu'il a pris un petit prisme, comme celui-ci, un petit prisme, et il a fait passer la lumière blanche du Soleil dans ce prisme. Et il a remarqué que lorsque la lumière blanche du Soleil touche le prisme, bien entendu, à peu près 4% de cette lumière va être réfléchie, c'est ce qu'on voit ici, d'accord ? Et une certaine partie de cette lumière blanche va se décomposer en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Basiquement, il a créé un arc-en-ciel, quoi. C'est un peu ce principe-là qu'il se passe lorsqu'on a des arcs-en-ciel, d'accord ? Les prismes avec les arcs-en-ciel, ce sont les petites gouttelettes d'eau. Pour ça, quand on a un arc-en-ciel, il faut du soleil et de la pluie, généralement, pour avoir ce phénomène de dispersion. La lumière blanche se disperse en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Isaac Newton a compris que le blanc n'était pas réellement une seule couleur, mais qu'en fait le blanc est un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous prenez le bleu, le magenta, le jaune, le vert, l'orange, vous mélangez tout ça dans une grande machine métaphysique, disons, et ça forme du blanc. D'accord ? Donc le blanc est un mélange de couleurs. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion. Ok, bien. Maintenant qu'on a compris ceci, on peut un tout petit peu avancer. Et on va essayer de comprendre pourquoi nous voyons ce pull bleu turquoise, pourquoi nous voyons cette fleur orange, pourquoi nous voyons le mur blanc ou mon sac un peu brun. Tout ce que nous voyons dans la réalité n'est qu'une interaction entre lumière du soleil ou même lumière artificielle, on peut considérer que ces lampes créent de la lumière blanche, une interaction entre lumière et matière. D'accord ? Commençons par une chaise d'un très beau rouge. Alors on peut se demander pourquoi la chaise, on la voit rouge. Quels sont les principes physiques qui nous permettent de voir cette chaise d'une couleur rouge ? Eh bien, pour voir cette chaise rouge, il faut qu'il y ait de la lumière, bien sûr. Ici, nous voyons les couleurs des objets qui nous entourent parce que la pièce est traversée de lumière. Mais si on vient maintenant mettre des rideaux sur toutes les fenêtres, de façon à occulter la pièce complètement, nous ne verrons plus de couleurs. Donc il faut de la lumière, fatalement. Et il faut de la lumière blanche. D'accord ? Cette chaise est éclairée par la lumière blanche du soleil. Ou une lumière blanche artificielle, mais on va rester dans le naturel, la lumière blanche naturelle du soleil. Maintenant qu'on sait que le blanc est composé de rouge, d'orange, de vert, de mauve, de bleu, eh bien, que va-t-il se passer ? La lumière blanche du soleil va interagir avec la chaise, et une seule couleur va être renvoyée vers vos yeux, la couleur rouge. Ça veut dire que la chaise va garder en elle, si vous voulez, le bleu, le mauve, le vert, et elle va vomir vers vous une seule couleur, le rouge. C'est pour ça qu'on la voit rouge. Si la chaise était bleue, eh bien, elle garde en mémoire, si l'on veut, le rouge, le vert, le jaune. Il n'y a qu'une seule couleur qu'elle vomit vers vous, le bleu. Ce pull est un peu bleu turquoise parce qu'il renvoie vers vous un certain mélange de couleurs qui, en les mélangeant, ça donne du bleu turquoise. Ok, bon, jusque-là c'est assez basique, mais compliquons un tout petit peu les choses. Et maintenant qu'on a vu le blanc, maintenant qu'on a vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'en est-il du noir ? Est-ce que le noir est réellement une couleur finalement ? Eh bien, refaisons le même processus mental. Cette chaise noire, pourquoi la voyons noire ? Eh bien, idem, elle est éclairée par la couleur blanche du soleil. Et si on la voit noire, c'est qu'elle est censée renvoyer vers vous ou du jaune, ou de l'orange, ou du rouge, ou du violet, ou du bleu, ou du vert. Mais pourtant, il n'y a pas de noir dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, la physique vous dit qu'en réalité, la chaise, vous la voyez de cette couleur-là, d'une couleur noire, pas parce qu'elle renvoie de la lumière vers vous, mais parce qu'elle ne renvoie aucune lumière vers vous. Le noir, c'est vu comme une absence de couleur, et donc une absence de lumière. C'est pour ça que si on occulte la pièce entièrement, tout nous paraît noir, d'accord ? Parce qu'il n'y a plus de lumière. Ok, bien. D'accord ? Le noir est une absence de couleur, le blanc est un mélange de couleurs, et les couleurs sont des couleurs qui font partie de la couleur blanche, de cette mixture pour donner le blanc.
Ok, bien. Compliquons un tout petit peu la chose maintenant et prenons un élément que tout le monde connaît, surtout qui fait assez beau. Donc peut-être que hier ou avant-hier, certains d'entre vous ont pu faire un barbecue. Quand on fait un barbecue, on utilise du charbon. Bon, le charbon est noir à température ambiante parce qu'il ne renvoie aucune lumière vers vous. Pourtant, quand on fait son petit feu dans le barbecue, eh bien, à un moment donné, le charbon ne reste pas noir, sa couleur change avec la température et il devient un peu plus rougeâtre, voire très blanc quand il est assez chaud. Et c'est là qu'on peut se demander, tiens, est-ce que la couleur d'un objet dépend de la température? Et en réalité, c'est le cas. Parce que le charbon, il absorbe toutes les couleurs. Il n'en renvoie aucune vers vous, il n'y a aucune réflexion de lumière, on appelle ça, et donc il nous apparaît noir. Soit. Et lorsqu'il est chauffé, il émet du rouge. Ou du blanc lorsqu'il est encore plus chauffé. Et la température, la couleur d'un objet dépend de sa température. Et c'est ce que nous explique, c'est ce que nous dicte le concept théorique de l'émission du corps noir. Alors c'est un concept qui est purement de physique théorique, mais qui est bien applicable aux étoiles. Parce que les étoiles suivent ce principe théorique de corps noir. Une couleur qui dépend de la température des étoiles. Okay? Donc on commence déjà à avoir l'intuition que les étoiles sont de différentes couleurs, simplement parce qu'elles ont des températures différentes. D'accord? Bien, reprenons notre principe du charbon. À température ambiante, il émet un pic d'émission, une certaine couleur qui est ici, dans le noir. Alors pour ceux qui ont déjà vu ma conférence sur les idées noires de la physique, on sait qu'en fait le charbon, lorsqu'il nous apparaît noir, en fait il émet une couleur vers vous, mais une couleur invisible, c'est de l'infrarouge. D'accord? Et il y a d'autres couleurs invisibles, que j'appelle comme les ondes radio, comme les ultraviolets, mais ici on ne va pas les aborder, on va rester dans le visible, dans la lumière visible. Donc on va considérer ici qu'il émet quelque chose dans le noir. D'accord? Et lorsqu'on le chauffe, eh bien, ce pic d'émission, ce pic de couleur, il va se déplacer légèrement vers la gauche. Là, il va émettre majoritairement du rouge. Si on le chauffe encore, que se passe-t-il? Eh bien, ce pic d'émission va encore un tout petit peu reculer. Il va émettre plus du jaune. Si on le chauffe encore, là, il va émettre du blanc. Alors pourquoi tout d'un coup, il émet du blanc? Eh bien, c'est parce que ici, ça, c'est ce qu'on appelle une courbe en cloche. Ça veut dire que notre charbon, lorsqu'il est très chaud, il a une couleur principale qui est le vert. Mais il émet aussi un tout petit peu de bleu et il émet aussi un tout petit peu d'orange-rouge. Lorsque vous mélangez ça, ça fait le fameux RGB, donc du blanc. Lorsqu'on le chauffe encore très très fort avec des températures assez hautes, il émettrait théoriquement du bleu. Donc c'est là qu'on comprend qu'en réalité, un objet de couleur bleue, en tout cas un objet qui suit l'émission de corps noir, l'émission théorique de corps noir, un objet bleu, un corps noir bleu, est plus chaud. Un objet qui suit l'émission du corps noir qui est rouge, il est plus froid. Et c'est là qu'encore une fois, on inverse un peu l'intuition qu'on a dans la vie de tous les jours. Quand on se lave les mains avec notre eau du robinet, on a le bleu pour le froid et le rouge pour le chaud. En fait, c'est l'inverse. Le rouge, c'est considéré comme froid et le bleu, c'est considéré comme chaud. Okay? Et c'est là qu'on peut maintenant appliquer ça aux étoiles. Les étoiles suivent ce principe de corps noir, une couleur qui dépend de la température. Donc ça veut dire qu'une étoile bleue est très chaude, à peu près 50 000 degrés Celsius en température de surface. Une étoile un peu orangée, comme notre Soleil, est entre le chaud et le froid. D'accord? On est plus ou moins ici, dans le spectre d'émission. Là, on est à des températures un peu plus basses, autour de 6 000 degrés Celsius. Et si on prend des étoiles plutôt froides, comme des naines rouges, elles seront rouges et donc froides, à peu près 3 000 degrés Celsius. Donc étoile bleue, très chaude, étoile jaune, moyennement chaude, étoile rouge, très froide. Chouette, on sait d'où viennent la couleur des étoiles. Ça, c'est déjà une étape. Dans le diagramme HR, on n'utilise pas que la couleur des étoiles, on utilise aussi leur luminosité. Une fois qu'on aura compris la couleur des étoiles et la luminosité des étoiles, on peut mettre tout ça ensemble pour trier les étoiles. Alors, prenons un champ d'étoiles avec plein d'étoiles différentes. On aura des étoiles un peu plus rouges, des étoiles un peu plus bleues, parce qu'elles sont plus chaudes, maintenant on sait pourquoi. Et pas que, on aura aussi des étoiles plus brillantes et des étoiles moins brillantes.
Voilà ce fameux champ d'étoiles. Alors, on peut sélectionner 2 étoiles au hasard, et là, on voit qu'à gauche et à droite, nous avons 2 étoiles qui ont une luminosité différente. L'étoile de gauche est plus brillante que l'étoile de droite, sans connotation politique ici, parce que sinon on va encore dire que je suis de gauche. L'étoile de gauche est plus brillante que celle de droite. Alors ça peut être dû à 2 choses. Ou l'étoile de gauche est naturellement plus brillante que celle de droite, ou c'est juste parce qu'elle est plus proche de la Terre. Une étoile qui est plus proche de la Terre, elle sera plus brillante naturellement. Notre Soleil en est le meilleur exemple. Il est très proche de la Terre comparé aux autres étoiles. Le Soleil est à peu près à 150 millions de kilomètres de la Terre, donc on le voit très brillant. Plus brillant qu'une étoile située à 3 ou 4 années-lumière, parce qu'il est plus proche de vous, fatalement. Et c'est là qu'on comprend que si on veut faire comme Hertzsprung et Russell, et si on veut comparer la luminosité des étoiles, il faut les comparer sur une base commune. Il faut les mettre à la même distance. C'est seulement en mettant ces étoiles à la même distance qu'on pourra comparer leur luminosité de manière correcte et cohérente surtout. Comment comparer la luminosité de ces étoiles sur une base commune? Alors, les astronomes ici sauront que lorsqu'on étudie la luminosité d'une étoile, on parle de la magnitude de l'étoile. Une étoile de magnitude 6 est moins brillante qu'une étoile de magnitude moins 5. Plus ce chiffre est bas, plus ce chiffre est négatif surtout, plus l'étoile sera brillante. Mais lorsqu'on parle de magnitude d'une étoile, entre astronomes, on va souvent parler de magnitude relative. Par magnitude relative, j'entends qu'on regarde la lumière d'une étoile selon sa distance. D'accord? Le Soleil a une magnitude de moins 25, parce qu'il est très proche de vous. Mais nous, ce qu'on veut, pour comparer la lumière des étoiles sur une même base, il faut les mettre à la même distance. Et là, on ne va plus parler de magnitude relative, mais de magnitude absolue. En fait, le principe, il est simple. Vous prenez toutes les étoiles de champ de vision et vous les mettez toutes à une distance de 10 parsecs. Alors, un parsec, c'est une mesure de distance. D'accord? Comme l'année-lumière est une mesure de distance, un parsec, ça équivaut à 3,26 années-lumière. Et une année-lumière, c'est à peu près 9500 milliards de kilomètres. Soit. Donc, on prend toutes les étoiles du champ de vision et on les met toutes à une même distance de 3,26 années-lumière. Et là, vu qu'elles seront à la même distance, on peut comparer leur luminosité intrinsèque, indépendamment de leur distance. Parce qu'on ne veut pas considérer la distance des étoiles, si on veut les comparer sur une même base. Alors, reprenons cette magnitude absolue. Alors, je vous mets les équations pour ceux que ça intéresse. Pour avoir la magnitude absolue, c'est ce grand M. D'accord? La magnitude absolue, elle dépend de ce L. Le L, c'est la luminosité intrinsèque de l'étoile. Ce que l'étoile émet comme lumière naturellement, indépendamment de sa distance. Et il existe une équation pour passer de la magnitude relative, petit m, à la magnitude absolue. Il suffit de connaître une chose, la distance de l'étoile. C'est tout. Si vous avez la magnitude relative de l'étoile et si vous savez à quelle distance elle est de vous, vous pouvez, avec un petit jeu mathématique, savoir quelle est sa magnitude absolue, comme si elle était placée à 10 parsecs. En comparant les étoiles, la lumière des étoiles sur une même base commune, donc sur une même distance, on peut les comparer en termes de luminosité. Et on va prendre un petit exemple assez intuitif, et on va prendre les étoiles qui sont situées autour de la constellation d'Orion. Alors, voici la constellation d'Orion. Alors, on va comparer principalement 3 étoiles. La Bételgeuse, Rigel, qui forme le pied gauche d'Orion, et Sirius, l'étoile du grand chien. Alors, la Bételgeuse, on dit qu'elle a une magnitude apparente, donc qui dépend de sa distance, entre plus 0 et plus 2. Alors, pourquoi la magnitude de la Bételgeuse varie? Parce que la Bételgeuse est une étoile un peu spéciale. C'est une étoile qui est en fin de vie. Et généralement, lorsqu'une étoile est en fin de vie, elle subit des chutes de luminosité. D'accord? Donc, la Bételgeuse a une magnitude apparente de plus 0 à plus 2. Si on prend la Bételgeuse et qu'on la met à 10 parsecs, à 32,6 années-lumière, elle a une magnitude absolue de moins 5. Ok. Prenons maintenant Sirius. Sirius est connue pour être l'étoile la plus brillante du ciel, parce qu'elle a une magnitude apparente de moins 1,5. Une étoile assez brillante. Mais si on prend Sirius et qu'on la met à 32,6 années-lumière,
elle a une magnitude absolue de plus 1,4. Ça veut dire qu'intrinsèquement, Sirius est moins lumineuse que la Bételgeuse. Mais vu qu'elle est plus proche, ben c'est la plus brillante. Rien que ça. Prenons Rigel aussi. Alors Rigel a une magnitude apparente de plus 0. Donc Rigel, elle est un peu moins lumineuse que Sirius, vu depuis la Terre. D'accord? Parce que Sirius a une magnitude de moins 1,5. Rigel a une magnitude de 0. Plus la magnitude est grande, plus l'étoile est sombre, moins l'étoile est lumineuse. Mais si on prend Rigel et qu'on la met à 32,6 années-lumière, ben Rigel a une magnitude absolue de moins 7. Donc en fait, Rigel est naturellement plus brillante que Sirius si on les compare sur une même base. C'est là qu'on comprend que le principe de magnitude absolue est nécessaire si on veut comparer la lumière des étoiles. On veut se débarrasser de la distance des étoiles pour avoir la lumière des étoiles naturelle, sans distance. Alors aussi, j'ai mis pour le Soleil a une magnitude apparente de moins 27, parce qu'il est très proche de nous, c'est l'étoile la plus proche de nous. Mais si on prend le Soleil et qu'on le met à 32,6 années-lumière, ben, il a une magnitude absolue de plus 5. Donc en fait, si on compare, par exemple, je sais pas moi, le Soleil et la Bételgeuse, eh bien, le Soleil, vu depuis la Terre, est plus brillant que la Bételgeuse, mais de manière intrinsèque, la Bételgeuse est plus brillante que le Soleil, parce que sa magnitude absolue est plus petite, moins 5 pour 5. Ok? Ah oui, aussi j'ai mis un petit nota bene. Je me suis rendu compte que si la magnitude apparente était plus petite que la magnitude absolue, ben ça veut dire que l'objet est situé en deçà de 10 parsecs. Et inversement, l'objet est situé au-delà de 10 parsecs. Par exemple, le Soleil a une magnitude apparente de moins 27, plus petite que sa magnitude absolue, ben ça veut dire qu'il est plus proche, enfin que la distance entre le Soleil et la Terre est inférieure à 32,6 années-lumière. Bon, soit. Bien, maintenant qu'on a compris d'où viennent la couleur des étoiles et maintenant qu'on a compris comment comparer la lumière des étoiles, eh bien on peut comparer toutes les étoiles entre elles. Et on va enfin pouvoir élaborer ce fameux diagramme de Hertzsprung-Russell. Alors, voici nos deux copains. Einar, ou Einar, bon, c'est danois, Einar Hertzsprung, je vais dire, qui a vécu entre 1800 et 1900. Alors, c'est un chimiste et astronome danois. Et puis, on a son autre compatriote, Henry Norris Russell, c'est plus facile à dire parce que c'est américain, fatalement, qui a vécu aussi à la même époque, fatalement. Lui, c'est un astronome américain. Et ces deux bonhommes-là, ils ont élaboré indépendamment, en fait, le diagramme de Hertzsprung-Russell. D'accord? En fait, Einar s'est demandé, alors il ne s'est pas vraiment demandé ça, c'est moi qui mets un peu d'histoire là-dedans, mais il s'est demandé s'il était possible de mettre de l'ordre dans le chaos des morphologies stellaires. Parce que quand on regarde le ciel étoilé, on a des étoiles plus brillantes, des étoiles moins brillantes, des étoiles un peu plus rouges et donc plus froides, des étoiles un peu plus bleues et donc plus chaudes. Il s'est dit, bon, est-ce qu'il y a moyen de trier tout ça? Et Russell, comme Einar, en fait, ont compris qu'il était possible de trier tout ça sur base des deux critères, des deux paramètres que nous avons trouvés ensemble, en triant les étoiles selon leur couleur et leur luminosité. Et c'est avec ça qu'ils ont créé ce fameux diagramme HR. Alors, concrètement, ce diagramme HR, comment on le crée? Eh bien, on va le faire ensemble. Vous allez voir que c'est relativement intuitif, en fait. Et c'est rempli de sens et rempli d'impact dans l'astrophysique. Voilà le champ étoilé que nous allons utiliser. Nous avons, donc, comme on l'a vu, des étoiles rouges, des étoiles un peu orangées, des étoiles un peu plus blanches et des étoiles un peu plus bleutées. On sait que celle-ci est plus froide que celle-ci, parce que cette étoile-là est bleue, donc elle est plus chaude, cette étoile-là est rouge, donc elle est plus froide. Okay. Mais on voit aussi que cette étoile est plus brillante que celle-ci. Alors, là, elle est certainement plus brillante parce qu'elle est plus proche de nous. Mais si on les met sur une même masse commune, de 32,6 années-lumière, on va pouvoir comparer leur luminosité intrinsèque. Alors, comment on va faire? Eh bien, le diagramme HR, en tout cas, comment on fait Hertzsprung et Russell pour faire leur diagramme? Eh bien, ils ont fait comme ceci. Toutes les étoiles rouges, ils les ont mises à droite. Toutes les étoiles bleues, ils les ont mises à gauche. Donc, à gauche, c'est tout ce qui est chaud, à droite, c'est tout ce qui est froid. Là, ils ont trié selon leur couleur. Et puis, les étoiles les plus brillantes, ils les mettent en haut, et les étoiles les moins brillantes, ils les mettent en bas. Et là, comme par magie, que se passe-t-il?
les étoiles se répartissent de manière définie. Entre lumière d'étoiles et couleur, la répartition des étoiles n'est pas du tout aléatoire. Elles se répartissent en 3 grandes familles. La première, celle-ci, qu'on appelle la famille de la séquence principale, les étoiles de la séquence principale, et on voit que la plupart des étoiles sont dans cette famille, on va comprendre pourquoi après. La deuxième famille, c'est celle-ci, donc les étoiles qui sont très brillantes, d'accord? Donc tout ce qui est brillant, c'est en haut, je vous rappelle. Ça, c'est ce qu'on appelle les étoiles géantes et les supergéantes. Et on a, alors, le contraste n'est pas très bon, mais ici, on ne les voit pas très bien, mais on a quelques petites étoiles qui sont du coup très chaudes et très peu lumineuses. La preuve, on ne les voit pas sur l'écran. Ça, c'est ce qu'on appelle les étoiles de type naine blanche. Et c'est là qu'ils ont compris que les étoiles ne sont pas du tout réparties de manière aléatoire. Les étoiles font partie de différentes familles. Oui? On peut poser la question? Ouais, je préfère après, si ça ne dérange pas. Ok, voilà notre fameux diagramme de Hertzsprung-Russell. Alors ça, je rappelle, ça date d'il y a un siècle. C'est relativement récent dans l'histoire de la science. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bon, les étoiles ne se répartissent pas de manière aléatoire, alors qu'à l'œil nu, on a l'impression que les étoiles se répartissent de manière aléatoire. Mais pas du tout. Si vous regardez une étoile, ou elle fait partie de ce groupe-ci, ou elle fait partie de ce groupe-ci, ou elle fait partie de ce groupe-ci qu'on ne voit pas, les fameuses naines blanches. Alors, le diagramme de Hertzsprung-Russell, le diagramme HR complet, il ressemble à ça. Alors, je vous en ai mis 2, d'accord? Alors, voici. Il y en a un peu moins visuel, on va rester peut-être sur celui-ci qui est un peu plus visuel. Donc, je rappelle, les étoiles rouges plus froides, on les met à droite. Les étoiles bleues plus chaudes, on les met à gauche. Les étoiles très lumineuses, on les met en haut. Les étoiles moins lumineuses, on les met en bas. Et quand on fait ça, on voit, là on le voit bien ici, que la plupart des étoiles, une grande majorité des étoiles, sont dans ce groupe-ci, qu'on appelle séquence principale. On a les grosses étoiles là, les géantes ici et les supergéantes là, et on a les petites étoiles, chaudes et petites, les naines blanches. Notre Soleil, lui, il est situé ici. Notre Soleil est une étoile qui fait partie de la séquence principale. Alors, je vous spoil déjà un tout petit peu, mais pourquoi est-ce que la majorité des étoiles se trouvent dans la séquence principale? C'est parce qu'en fait, la séquence principale est considérée comme la phase adulte d'une étoile. Lorsqu'une étoile évolue, elle va passer 90% de sa vie dans la séquence principale. Donc, c'est pour ça que la plupart des étoiles sont dans la séquence principale. D'accord? Pour ça que notre Soleil est dans la séquence principale aussi, parce que là, notre Soleil, il est âgé d'à peu près 5 milliards d'années, d'accord? Il est encore à l'âge adulte. Ok? Bien. Le diagramme qu'ils ont élaboré, donc le voici. Et en faisant ce diagramme, on avait déjà une intuition qu'il y avait une répartition assez étrange avec les étoiles et que ça voulait sûrement dire quelque chose. Mais c'est seulement un peu après qu'on a compris que les étoiles évoluaient et pourquoi elles évoluaient. Et pour ça, il a fallu attendre les améliorations de la physique nucléaire. Parce que ce qui détermine l'évolution d'une étoile, ce sont des réactions purement nucléaires qui ont lieu au cœur des étoiles. Et on va élaborer tout ceci ensemble. Alors oui aussi, je retourne brièvement à ce diagramme HR, dont on va en parler en long et en large ici. Vous remarquez que les étoiles géantes, qui sont ici, elles sont moins lumineuses, donc tout ce qui est plus lumineux, c'est au-dessus, je rappelle, les étoiles géantes sont moins lumineuses que les supergéantes. Pourquoi? Parce que c'est dans le nom, une étoile supergéante est plus grande qu'une étoile géante. Et vu qu'elle est plus grande, il y a une plus grande surface d'émission, et donc elle paraît plus brillante. Et donc elle est en haut du diagramme. Les naines blanches sont des étoiles très petites, très chaudes, mais surtout très petites. Donc il y a une très petite surface d'émission de lumière, et donc elles sont très peu lumineuses. C'est pour ça qu'elles sont tout en bas du diagramme. Ok? Bien. Maintenant qu'on a compris comment les étoiles se répartissaient dans ce diagramme HR, essayons de comprendre ce qu'il veut dire ce diagramme HR, et donc allons maintenant dans la partie d'évolution stellaire. Et pour ça, on va refaire une petite introduction sur la physique nucléaire. Alors idem, la partie que nous allons voir ici, ça va sûrement être un rappel pour certaines d'entre vous qui ont vu ma conférence sur le Big Bang, parce que j'en ai déjà un peu parlé.
de ces fameuses réactions nucléaires, mais on va rajouter aussi quelques petites choses ici pour parler de ce qui se passe dans le cœur des étoiles. Alors, nous vivons dans un monde qui est composé de molécules. Ces molécules sont composées d'atomes. Et ces atomes sont composés de particules comme des électrons, protons, neutrons. Prenons un objet que tout le monde connaît, une feuille d'arbre. Si on prend un petit microscope très puissant et qu'on vient zoomer sur cette feuille d'arbre, on remarque que cette feuille d'arbre contient de l'eau. L'eau, c'est une molécule qui est composée de... L'eau, c'est une grosse molécule qui est composée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, H2O. Okay, on va se concentrer sur l'atome d'hydrogène, parce que c'est vraiment celui-ci qui va nous intéresser pour les étoiles. Donc, il y a des atomes d'hydrogène dans cette feuille d'arbre. Un atome d'hydrogène, ça ressemble à quoi? Eh bien, un atome d'hydrogène, c'est l'élément le plus simple dans la nature. D'ailleurs, vous le savez déjà, si vous vous rappelez de ma conférence sur le Big Bang, l'atome d'hydrogène est un des tout premiers éléments qui a été synthétisé au moment du Big Bang, parce qu'il est super facile à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de composants. Un atome d'hydrogène, c'est tout simple. On a un noyau, qu'on appelle un proton, un noyau composé de protons surtout, et on a une petite planète, si on veut, qui tourne autour de ce noyau, qu'on appelle un électron. Donc, les atomes, ça a toujours la même structure. On a un élément massif au centre, qui est composé de protons et ou neutrons. Ici, l'atome d'hydrogène, celui-ci en tout cas n'a pas de neutrons, et un petit élément qui tourne autour qu'on appelle un électron. Donc en fait, on peut assimiler les atomes à des mini-systèmes solaires, si on veut. Donc un élément très simple, l'atome d'hydrogène. Alors, les atomes sont soumis à une certaine force qu'on appelle la force électromagnétique. Alors c'est assez simple, on l'a tous expérimenté, la force électromagnétique. On a un aimant, on a toujours un pôle plus et un pôle moins. Si on fait en sorte que les aimants regardent leur même pôle, donc pôle plus et pôle plus, les aimants se repoussent. Par contre, si on prend le pôle plus de l'aimant et qu'on lui fait regarder le pôle moins de l'autre aimant, ça s'attire. Plus et plus se repoussent, plus et moins s'attirent. Un proton, on peut l'assimiler à un pôle plus de l'aimant. Le proton a une charge positive, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'électron a une charge négative. Et les forces électromagnétiques font en sorte que les électrons se repoussent, et les protons, entre eux, se repoussent aussi, mais protons et électrons, ça s'attire. Ok, jusque-là, rien de sourcil. Alors c'est aussi cette force-là qui crée notamment le principe de magnétisme et qui crée les éclairs aussi. Soit. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette répulsion et attraction entre ces particules? Eh bien, c'est parce que nous allons ensemble comprendre le principe de fusion nucléaire. Parce que c'est ce qu'il se passe au cœur des étoiles. Une fusion nucléaire, ça survient lorsque on prend 2 atomes, 2 noyaux d'atomes qui sont chargés donc positivement parce qu'on a des protons. Les neutrons d'ailleurs n'ont pas de charge. Donc dans un noyau, on a proton, neutron. Proton, c'est chargé positivement. Neutron, c'est chargé, il n'y a pas de charge. Donc un noyau est chargé positivement. Une fusion nucléaire survient lorsqu'on prend 2 noyaux et qu'on les fusionne. Ah oui, mais on a vu que plus et plus, ça se repousse. Ça veut dire que si on veut faire en sorte que 2 noyaux fusionnent, il faut les pousser très fort. Imaginez un peu avoir 2 aimants extrêmement puissants, très puissants, et vous voulez faire en sorte que les 2 pôles plus de l'aimant se touchent. Vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir transmettre une force colossale entre les 2 aimants pour qu'ils se touchent. Donc c'est très difficile de faire fusionner des éléments. C'est très difficile de faire fusionner des noyaux. Mais c'est ce qui se passe dans les étoiles. Parce que dans les étoiles, figurez-vous que nous avons les conditions parfaites pour faire en sorte que les noyaux fusionnent. C'est pour ça que je vous parle en fait de ces forces électromagnétiques. C'est pour vous faire comprendre toute la difficulté de la fusion nucléaire. Ce n'est pas si facile à faire finalement. Parce qu'il faut lutter en fait contre cette répulsion entre les noyaux. Alors, on comprend donc que dans les étoiles, il y a ces principes de fusion nucléaire. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cette fusion nucléaire? Alors, on l'a vu au tout début de l'exposé,
on a vu que dans notre Soleil, il y a de l'hélium qui est fusionné en hydrogène. On prend deux noyaux d'hélium, on les colle ensemble. On prend deux atomes d'hydrogène, excusez-moi, on les colle ensemble, ça forme de l'hélium. Il y a une certaine énergie qui est perdue, mais qui sert à réchauffer l'étoile. C'est son principe de fusion nucléaire. Et on va considérer maintenant ce qu'on appelle un isotope de l'hydrogène. C'est avec cet isotope qu'il y a la majorité des réactions de fusion dans les étoiles, en tout cas lorsque les étoiles sont dans la séquence principale, on va y venir. On va considérer l'isotope de deutérium. En gros, c'est un atome d'hydrogène. Donc, pour rappel, l'atome d'hydrogène qu'on a vu, on a vu qu'il n'y avait qu'un proton et un électron. Et le deutérium, on vient y mettre un neutron en plus. Donc, deutérium, on a un noyau de protons-neutrons et un petit électron qui tourne autour. Alors, les protons, neutrons et électrons, ce sont des particules qui ont une masse. Certes, très légère, mais la masse n'est pas nulle. La masse d'un proton et la masse d'un électron, et d'un neutron aussi, elle existe. Très petit, mais c'est là. Alors, je ne vais pas vous mettre les masses des protons et neutrons parce que c'est des chiffres qui sont très petits, mais ici, on va très vulgariser, d'accord? Et on va considérer que les protons et les neutrons ont la même masse. C'est presque la même chose dans la réalité. Et un proton, on va dire qu'il pèse 1. Je ne mets pas d'unité ici, d'accord? Juste le proton pèse 1. Le neutron pèse 1. OK. Le proton pèse 1, le neutron pèse 1. L'électron, on s'en fout parce que la fusion nucléaire, c'est une fusion de noyaux. D'accord? Les électrons, j'en parle pas ici, mais ils font autre chose. La matière est ionisée dans les étoiles. Donc on ne s'intéresse pas aux électrons. Si le proton pèse 1 et le neutron pèse 1, le noyau de deutérium, qui ici pense que le noyau de deutérium pèse 2, du coup 1 plus 1 égale 2? Levez un peu la main. Ah non, vous voyez déjà un peu l'arnaque. Parce que oui, il y a une arnaque en fait. Le proton pèse 1, le neutron pèse 1, mais le noyau, il pèse 3. Alors on se dit, merde, il y a un truc bizarre. Il y a un truc qu'on ne voit pas, il y a une masse bizarre qu'on ne voit pas. Alors on pourrait repenser au principe de la matière noire, il y a une masse manquante, etc. qu'on ne voit pas. Mais ici maintenant, on sait d'où vient cette masse. Parce que si le proton pèse 1 et le neutron pèse 1, et lorsqu'on pèse le noyau, ça pèse 3, il y a une masse quelque part qu'on ne voit pas. En fait, cette masse, elle est là, mais sous forme d'énergie. Cette masse, manquante de 1 du coup, c'est une masse qui permet de faire en sorte que les protons et neutrons restent collés ensemble. Cette masse manquante, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison des noyaux. Alors pourquoi je parle de masse et d'énergie? Vous connaissez toutes et tous la célèbre équation E égale m fois c au carré. C, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Si on a une énergie, il suffit de diviser cette énergie par la vitesse de la lumière au carré, ça nous donne une masse. Donc en fait, énergie égale masse. Vu que dans le noyau, on a une énergie de liaison qui permet de faire en sorte que les protons et neutrons restent collés ensemble, cette énergie, c'est une masse. Et c'est cette masse manquante qui se trouve là-dedans. Et c'est cette masse manquante qui va en fait être libérée lors de la fusion nucléaire pour réchauffer et donner de la lumière aux étoiles. OK? Donc c'est principalement en fait lorsqu'on a deux atomes qui fusionnent, ça donne un atome plus gros et on a une partie de l'énergie qui est libérée, qui s'en va, qui s'échappe du cœur pour aller jusqu'à la surface, pour rayonner, pour que l'étoile rayonne et se réchauffe toute seule. Et cette énergie, elle vient de l'énergie de liaison des noyaux. On libère l'énergie de liaison des noyaux pour réchauffer l'étoile. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est exactement ce que l'humanité essaie de faire pour l'instant. L'humanité, pour l'instant, essaie de gérer la fusion nucléaire. En fait, on a plusieurs réacteurs de fusion nucléaire, notamment au Japon et en France aussi, où on essaie de reproduire des conditions similaires de ce qu'il se passe au cœur des étoiles, donc des conditions de température extrêmement élevées et de pression extrêmement élevée, parce qu'on se doute bien, au cœur d'une étoile, il y a énormément de pression, parce que vous avez littéralement toute la masse de l'étoile qui s'effondre sur vous, en quelque sorte. Et les scientifiques essayent pour l'instant de gérer cette fusion nucléaire pour essayer d'extraire l'énergie de liaison des noyaux pour pouvoir typiquement faire bouillir de l'eau et faire tourner des turbines et faire de l'électricité.
La fusion nucléaire, c'est l'inverse de la fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est ce qu'on utilise pour l'instant dans la centrale de Tihange, par exemple. On prend un gros atome, un noyau d'uranium typiquement, ou de plutonium, on vient l'exciter, et il va se désexciter, il va se scinder en 2 atomes plus petits. Ça libère de l'énergie, cette énergie est utilisée pour faire de l'électricité. La fusion, c'est l'inverse. Et l'énergie issue de la fusion nucléaire est bien plus grande que l'énergie issue de la fission nucléaire. Donc il y a un réel enjeu pour l'humanité de gérer la fusion nucléaire. Le seul bémol, c'est qu'il faut introduire dans les instruments, dans le système de fusion nucléaire, des températures similaires à ce qu'il y a au cœur des étoiles. Et il faut aussi s'arranger pour que l'énergie que vous en tirez de votre système soit supérieure à l'énergie que vous insufflez dans le système. Sinon, vous travaillez à perte. Okay, donc c'est assez difficile. Je pense que leur record pour l'instant, c'est 12 minutes. Avec le tokamak, ils ont réussi à tenir 12 minutes de fusion nucléaire. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais quand on se remet un peu dans le thème des étoiles, pendant 12 minutes, ils ont réussi à avoir des conditions similaires à ce qu'il y a au cœur des étoiles. Certes, c'est très loin de pouvoir être autosuffisant pour gérer un pays ou même un continent ou une planète entière, mais soit, ça avance tout doucement. Ok, alors, typiquement, qu'est-ce qu'il se passe au cœur des étoiles? Maintenant qu'on sait qu'il y a un principe de fusion nucléaire, donc 2 atomes très petits, qui se rapprochent, qui fusionnent pour former un atome plus gros, il y a un surplus d'énergie qui est dégagé et qui est visible en tant que chaleur et lumière typiquement. Eh bien, dans la plupart des étoiles, plus précisément dans les étoiles qui sont à l'âge adulte, dans la séquence principale, rappelez-vous la grande diagonale dans le diagramme HR, ce qu'il y a en fait typiquement au cœur de notre Soleil, que se passe-t-il? Il se passe ceci, en partie. Ce n'est pas la seule réaction qu'il y a au cœur des étoiles de la séquence principale, mais c'est une des multiples réactions qu'il y a. Eh bien, on prend un atome de deutérium, si on le connaît, un noyau de deutérium, c'est celui-là, proton-neutron. On prend un noyau de deutérium, on prend un noyau de tritium. Le tritium, c'est un autre isotope de l'hydrogène. On rajoute simplement un neutron par rapport au deutérium. On a un proton et 2 neutrons. Ces noyaux fusionnent ici, et alors, il y a toujours un principe de conservation de la matière. Là, ici, on a 2 éléments dans le deutérium. Un proton, un neutron. Ça fait 2, le compte y est. Dans le tritium, on a 3 éléments. 2 neutrons, un proton. Lorsque ça fusionne, eh bien, ça va créer un atome d'hélium, un noyau d'hélium. Ici. Le noyau d'hélium, il est composé de 2 neutrons, 2 protons. Sauf que là, 2 plus 3, ça fait 5. Dans l'hélium, il y a 4 composants. Le composant qui manque, le composant qui reste, si vous voulez, qui s'échappe, c'est un neutron. D'accord, on y est. On a 1, 2, 3 neutrons, 1, 2, 3 neutrons. 1, 2 protons, 1, 2 protons. Le compte y est. Donc on a un noyau d'hélium, un noyau de neutrons qui s'en va, qui peut notamment servir à d'autres réactions au sein des étoiles. Donc on crée des atomes plus gros, on crée des noyaux plus gros. Désolé, depuis tout à l'heure, je confonds atome et noyau. Ici, on parle de noyau. Un atome, il faut considérer l'électron en plus. D'accord ? Certes, il y a des électrons dans le Soleil, mais la matière est de toute façon ionisée. C'est un plasma dans le Soleil. Il faut parler de noyau ici. D'accord ? J'insiste là-dessus. On a 2 noyaux plus petits qui créent un noyau plus gros. On le voit, là, il y a 4 composants, là, il y a 2 et 3 composants. D'accord ? Donc la fusion, c'est 2 atomes petits. 2 noyaux petits, je vais y arriver, pour créer un noyau plus gros. Et là, il y a ce fameux surplus d'énergie, cette énergie de liaison qui réside au cœur des noyaux, qui s'échappe. Alors, c'est principalement des rayons gamma. Alors, si vous avez encore une fois de plus assisté à ma conférence sur le Big Bang, on a vu ensemble que les rayons gamma, c'était la partie la plus énergétique de la lumière. C'est des rayons ionisants qui sont même très dangereux pour nous, d'ailleurs, mais heureusement qu'ils sont bloqués par l'atmosphère de la Terre. C'est pour ça qu'il y a des enjeux avec les astronautes de l'ISS, parce que dans l'ISS, ils sont en dehors de l'atmosphère, donc ils sont baignés de rayons gamma, de rayons ionisants, donc c'est assez dangereux pour eux. Et ces rayons gamma, typiquement, c'est des photons, c'est de la lumière. Ces rayons gamma, en fait, vont se cogner partout, sur tous les noyaux dans leur environnement, sur tous les noyaux d'hélium, d'hydrogène, ça va se cogner sur des protons, électrons résiduels aussi, ça va se cogner partout, et donc ça va échauffer la matière. Ça va échauffer la matière et ça va créer de la chaleur. Et puis, ce photon gamma, vu qu'il échauffe la matière, il perd de l'énergie. Vu qu'il perd de l'énergie, ce photon gamma va se transformer en photon ultraviolet,
puis en photon X, en photon rayon X, puis en photon visible. Et c'est cette lumière visible qui notamment peut s'échapper de la surface du Soleil. En fait, dites-vous une chose, c'est que la lumière du Soleil que vous voyez à l'œil nu, il y a très 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 longtemps, cette lumière a été créée au sein du cœur du Soleil. Mais c'était une lumière de type gamma. Et vu qu'elle s'est cognée à tous les éléments au cœur du Soleil et dans le manteau du Soleil, cette lumière a perdu de l'énergie pour sortir de la surface solaire sous forme de rayons visibles. Et du coup, dites-vous aussi une chose, c'est que la lumière qui sort de la surface du Soleil, donc fut un temps, elle a été créée dans le cœur du Soleil, mais si vous êtes un photon gamma que vous naissez au cœur du Soleil, le temps de trajet pour sortir du Soleil, ça dure des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années, j'ai plus le chiffre en tête. C'est pas 200 000. Peut-être 200 000, ça se compte en milliers d'années en tout cas. D'accord ? Donc, lorsque de la lumière est créée au cœur du Soleil, elle ne sort pas directement, parce qu'elle se cogne tellement, la matière est tellement dense au sein des étoiles, que ça prend du temps pour que le photon arrive à se frayer un chemin. Ok ? Donc voilà typiquement ce qui se passe au cœur des étoiles. On prend des atomes, on prend des noyaux petits, on les fusionne ensemble, on lutte contre leur répulsion mutuelle, parce que ce noyau est positif, ce noyau est positif. Au cœur de l'étoile, il faut des températures extrêmes et des pressions extrêmes, donc pour que les noyaux se collent. Ça crée un noyau plus gros, ça libère de l'énergie sous forme de lumière, de chaleur. Ce noyau d'hélium, à son tour, lui, va rencontrer d'autres noyaux d'hélium, par exemple, pour fusionner en un atome plus gros, jusqu'au carbone, puis on va créer éventuellement du bore, on va créer du néon, du nickel, et ainsi de suite. On va créer des noyaux de plus en plus gros. Sauf qu'on peut se dire, ah oui, ok, on va créer des atomes de plus en plus gros, donc ça ne va jamais réellement s'arrêter. Au fur et à mesure de la vie d'une étoile, au fur et à mesure de la fusion qui existe au sein de l'étoile, si on attend très longtemps, on aura des noyaux de masse extrêmement élevée, des noyaux extrêmement gros. Eh bien non, il y a un moment donné où la fusion nucléaire va s'arrêter. Et ceci, c'est nécessaire pour comprendre pourquoi les étoiles meurent en fait. Si la physique n'était pas comme cela, comme ce qu'on va voir là dans quelques instants, les étoiles seraient en réalité éternelles. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, on va en parler ici, rassurez-vous, qui fait que les étoiles ont une durée de vie limitée, certes très longue, mais limitée. Pour comprendre ce qui se passe au cœur des étoiles et pour comprendre pourquoi à un moment donné la fusion nucléaire s'arrête, il faut regarder ce diagramme-ci. Alors, c'est un diagramme qui paraît un peu compliqué, mais il n'est pas si compliqué que ça. Plus vous allez à droite, plus vous avez des noyaux de plus en plus gros. D'accord ? Là, on a le fameux noyau d'hydrogène 1, donc un proton, juste un proton. Là, on a le deutérium, un proton, un neutron. Là, on a l'hélium 3. Ici, on a l'hélium 4. D'accord ? Et plus on avance, là, on a du carbone 12, de l'oxygène 16. Donc, par exemple, ici, oxygène 16, ça veut dire que dans le noyau, il y a 16 composants. D'accord ? On a 16 composants, on a 16, on a 8 protons, 8 neutrons, typiquement. On a le fer 56, extrêmement massif. D'accord ? On a 56 composants dans un noyau de fer. Et puis, on a les noyaux les plus lourds, l'uranium 235 et l'uranium 238. Noyaux extrêmement lourds. Donc, plus on va à droite, plus le noyau est lourd. Plus il y a des composants dedans. Plus on monte, et plus l'énergie de liaison dans les noyaux est élevée. Par exemple, je ne sais pas moi, l'hydrogène 1, il n'y a pas d'énergie de liaison. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'un proton. Donc il n'y a rien à lier, quoi. Okay ? L'hydrogène 2, il y a un tout petit peu d'énergie de liaison, parce qu'on a un proton, un neutron. Donc on peut un peu lier. L'hélium 4, il est ici, il y a une grande énergie de liaison, parce qu'on a plein de composants. Plus le noyau est lourd, plus ces composants sont liés. Et donc, fatalement, plus il sera difficile de fusionner ces noyaux lourds. Plus le noyau est lourd, plus les conditions au cœur des étoiles doivent être extrêmes. On doit avoir des températures et des pressions extrêmes pour fusionner de l'oxygène. Si on veut fusionner de l'oxygène, il faudra des pressions bien plus élevées que pour fusionner du deutérium. Parce qu'on a une plus grande énergie de liaison, on a une plus grande énergie de répulsion aussi, fatalement. Parce que si on a
si on a 8 protons, c'est plus difficile de faire en sorte que 8 protons se rencontrent que 2 protons ou 3 protons. OK? Et alors regardez, hein, plus le noyau est lourd et plus ses composants sont liés. D'accord? Plus on monte, plus on va à droite et plus l'énergie de liaison monte. Ok, très bien. Et puis regardez ce qui se passe au niveau du fer. Le fer a une certaine énergie de liaison, autour de 8-9 mégaélectronvolts. Le mégaélectronvolt, c'est 1 milliard d'électronvolts, c'est une mesure d'énergie. Après le fer, un noyau après le fer, prenons l'uranium. L'uranium a une plus faible énergie de liaison que le fer. Ça veut dire que là où, avant le fer, fusionner des noyaux ensemble vous rapporte de l'énergie, après le fer, fusionner des noyaux ensemble vous fait perdre de l'énergie. Parce que vous avez moins d'énergie de liaison au fur et à mesure que le nombre de nucléos, que la masse du noyau augmente. Après le fer, en tout cas. Après le fer, la fusion des noyaux plus lourds que le fer consomme de l'énergie. Ça veut dire que les étoiles ne pourront jamais fusionner des noyaux au-delà du fer. Ce n'est pas possible. Ça va s'arrêter au fer. Parce qu'arrivé au fer, si l'étoile veut fusionner du fer, elle pourra, mais elle va tirer aucune énergie, elle va en perdre justement. Et c'est là que l'étoile va mourir. Juste parce que la courbe d'énergie de liaison dans les noyaux est décroissante après le noyau de fer. Juste à cause de ça. La nature est assez bien faite. Ok, maintenant qu'on a compris tout ça, allons sur la dernière section de l'exposé et mettons tout ça ensemble. Assemblons ce grand puzzle et on va maintenant reprendre le diagramme H et on va y coller dessus l'intuition qu'on a développée de tout ce qui est physique nucléaire et de tout ce qui est évolution d'étoiles. Et ça va nous permettre de comprendre comment les étoiles évoluent. Bien. Voilà, on reprend donc notre diagramme H. Donc, je refais un bref rappel, parce qu'il y a quand même pas mal de matière, mine de rien. Les étoiles froides et donc très rouges sont à droite. Les étoiles chaudes et donc très bleues sont à gauche. Les étoiles très brillantes sont en haut. Les étoiles plus sombres, moins brillantes, sont en bas. On a regardé ce diagramme, puis après tout ce qui est conception de physique nucléaire, on a compris que dans les étoiles, il devait y avoir de la fusion nucléaire pour que les étoiles vivent, et donc que l'étoile crée des atomes, des noyaux de plus en plus lourds, ce qui permet aux étoiles de briller, de se chauffer toutes seules et de vivre. Eh bien, on a compris que lorsqu'on regarde ce diagramme H, on a compris que la plupart des étoiles se trouvent dans cette diagonale-là, qu'on appelle la séquence principale, parce que les étoiles y restent le plus longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 90%, une étoile va passer 90% de sa vie dans la séquence principale. D'accord? Notre Soleil est ici. Commençons, on va rester sur la séquence principale et on va d'abord parler des étoiles très froides et très peu lumineuses. C'est ce qu'on appelle les naines rouges. Les naines rouges, elles sont peu lumineuses parce qu'elles sont très petites. Ici, je vous ai pris par exemple l'étoile de Barnard, qui est une naine rouge. Comparée au Soleil, elle est ridicule. L'étoile de Barnard est à peine plus grande que Jupiter. Vu qu'elle est petite, il y a une plus faible surface d'émission et donc elle est moins lumineuse. Et elle est relativement froide, c'est pour ça qu'elle a une couleur assez rouge. Les naines rouges sont des étoiles de masse assez faible, elles vont jusqu'à 60% de la masse du Soleil, c'est assez léger. Et les naines rouges sont en fait la majorité des étoiles présentes dans l'univers. Pourquoi? Eh bien, on a vu que dans le cœur des étoiles, il y avait de la fusion nucléaire, et pour avoir cette fusion nucléaire, il fallait des pressions énormes. Plus une étoile est lourde, plus il y aura de la pression dans son cœur, et plus les taux de fusion des noyaux vont aller vite. Une naine rouge est une étoile relativement légère, jusqu'à 60% de la masse du Soleil. Ça veut dire que la pression dans le cœur d'une naine rouge, elle est relativement faible, entre guillemets. Ça veut dire que
le taux de fusion dans une naine rouge est faible. Ça veut dire que la naine rouge va vivre longtemps. Parce que vu qu'on a vu ensemble qu'un critère pour déterminer la mort d'une étoile, c'est à un moment donné, l'étoile a créé des noyaux tellement gros qu'elle va juste mourir. Ah oui, mais si une étoile prend beaucoup de temps pour créer des noyaux gros, parce que les pressions en son cœur sont faibles, elle va vivre longtemps. Donc les naines rouges sont des étoiles qui vivent extrêmement longtemps. On estime qu'une naine rouge, la vie totale d'une naine rouge, ça peut s'étendre jusqu'à 100 ou 1000 fois l'âge de l'univers. Donc ça peut aller jusqu'à des milliers de milliards d'années en âge, une naine rouge. Ça veut dire que dans l'état actuel, l'univers est âgé de 13,7, 13,8 milliards d'années. Ça veut dire qu'en fait, actuellement, les naines rouges sont au tout début de leur vie. Et vu que c'est des étoiles qui vivent très longtemps, c'est la majorité des étoiles qu'on voit dans l'univers. Et alors, les naines rouges, donc quand une étoile fait de la fusion, dans la plupart des cas, je vous passe un peu les subtilités, mais dans la plupart des cas, elle va fusionner des atomes, des noyaux légers en noyaux plus gros. Donc elle va commencer par l'hydrogène, elle va fusionner des protons pour donner du deutérium, du tritium, jusqu'à l'hélium et ainsi de suite. Les naines rouges, actuellement, elles sont en train de fusionner de l'hydrogène en hélium, comme notre Soleil. En fait, toutes les étoiles qui font partie de la séquence principale fusionnent de l'hydrogène en hélium. Ici, par hydrogène, je regroupe tous les isotopes de l'hydrogène, le deutérium, le tritium. D'accord ? Les réactions de fusion sont assez compliquées, il y en a plusieurs, on appelle ça les chaînes PP, comme les deux lettres, PP, si ça vous intéresse. Mais c'est un peu le même concept à chaque fois, mais ça dépend un peu des composants. Soit. Naine rouge, donc étoile très peu lumineuse parce que très petite, très froide et donc très rouge, et qui vivent très longtemps parce que très légères, donc le taux de fusion à leur cœur est relativement lent. Ok, on va maintenant monter dans la séquence principale. On va monter dans la séquence principale et on va aller voir les étoiles qui sont similaires à notre Soleil. Donc on voit ici que notre Soleil, par rapport à une naine rouge, c'est une étoile qui est plus grosse. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus lumineuse. Une étoile plus lumineuse a une plus grande surface d'émission, donc plus grosse. Si une étoile est plus grosse, généralement, elle est plus lourde. En tout cas, dans les étoiles qui font partie de la séquence principale. Les géantes et les supergéantes, c'est encore autre chose. On va monter un petit peu, et les étoiles similaires à notre Soleil, elles ont une masse similaire à notre Soleil. Ça va de 70% de la masse du Soleil à 1,2 fois la masse du Soleil. Et ça, c'est 10% des étoiles dans la Voie lactée. 10% des étoiles dans la Voie lactée sont des étoiles similaires à notre Soleil. On appelle ça, j'ai oublié de le mettre, mais on appelle ça des étoiles de type G2V. Il y avait un tableau, il est derrière, c'est pas grave. J'aurais bien aimé rajouter cette slide, ça m'est sorti de la tête, je m'excuse, mais quand on veut classer les étoiles, je pense que sur l'ancien diagramme, je vous l'avais mis, excusez-moi. Oui, c'est ça, voilà. Au lieu de dire qu'une étoile est rouge, une étoile est moins rouge, une étoile est orange ou plus bleu, bon, c'est un peu relatif dit comme ça, eh bien, on va attribuer des lettres aux étoiles. Les étoiles de type M sont les étoiles très rouges. Les étoiles de type K sont les étoiles un peu plus orangées. Les étoiles de type G, comme notre Soleil, sont des étoiles un peu plus jaunâtres. Et ça va jusqu'à F, A, B et O. O, c'est les grosses étoiles bleues, très chaudes. D'accord ? Ce seraient les étoiles de type O. Donc on a O, B, A, F, G, K, M. Et alors il y a un petit moyen mnémotechnique de retenir ça. Alors il y en a deux. Il y en a un en anglais, c'est O, B, A fine girl, ou guy pour les femmes, kiss me. Oh, j'espère qu'un bon garçon ou une belle fille m'embrassera. Traduit. Ou alors il y a aussi la variante en français, oh, bel astre fabuleux. Non, oh bel astre fabuleux, globuleux, qui m'émerveille. Voilà, c'est une manière de retenir ça. Donc on a notre Soleil, c'est une étoile de type G. G2, bon alors c'est des sous-sections. On a G9, G8, G7, G6, et ça va jusqu'à G1, G0, puis après on passe à F9, et ainsi de suite. Notre Soleil est là, G2, G2V. Le V vient d'où ? De là. V égale séquence principale. Donc en fait, quand vous regardez la nomenclature des étoiles, dès qu'il y a un petit V, ça veut dire qu'elle est dans la séquence principale. Et le G2, c'est juste la classe spectrale d'une étoile. Basiquement, sa couleur.
Revenons-en à notre diagramme HR un peu plus simplifié. Le voici. Notre Soleil est là, donc type G2 parce qu'il a une couleur un peu orangée, V parce qu'il est dans la séquence principale. Donc 10% des étoiles sont 10% des étoiles sont similaires à notre Soleil dans la Voie lactée. Idem, il est dans la séquence principale, donc notre Soleil actuellement prend des noyaux d'hydrogène, excusez-moi, et les fusionne en noyaux d'hélium. Et après, lorsqu'il y a presque plus d'hydrogène à fusionner, notre Soleil va commencer à fusionner des noyaux d'hélium, des noyaux plus gros, et donc plus difficiles à fusionner. Et c'est à ce moment-là, lorsque notre Soleil commencera, à peu près dans 4-5 milliards d'années, rassurez-vous, lorsque notre Soleil commencera à fusionner des noyaux d'hélium, c'est là que notre Soleil va grimper, va sortir de la séquence principale et aller dans ce groupe-ci, le groupe des géantes rouges. Lorsque notre Soleil commencera à fusionner l'hélium en son cœur, notre Soleil commencera à agoniser. Il commencera à mourir tout doucement. Donc c'est avec cette intuition de physique nucléaire qu'on a compris que les géantes rouges étaient des étoiles qui étaient en fin de vie. Alors pourquoi le lien, j'ai peut-être fait un saut un peu trop haut ici, pourquoi est-ce que notre Soleil, lorsqu'il va commencer à fusionner l'hélium, va aller dans les géantes rouges? Eh bien, on a vu ensemble que les noyaux d'hélium étaient plus lourds, parce qu'il y a plus de composants dedans. Vu que les noyaux d'hélium sont plus lourds, le noyau, il va être plus lourd. Vu qu'il va être plus lourd, il va être soumis à sa propre gravité, le noyau va se contracter un tout petit peu. Et alors, il faut voir un peu un certain équilibre là-dedans, on appelle ça l'effet miroir. Lorsque le noyau va se contracter, en réponse, l'enveloppe externe de l'étoile va grandir. L'étoile va gonfler. C'est pour ça qu'elle passe en géante. L'étoile gonfle. Et pourquoi géante rouge? Eh bien, pour la même luminosité, la surface d'émission de l'étoile va gonfler. Et donc, naturellement, elle va refroidir. Vous pouvez voir ça aussi comme quoi l'enveloppe externe de l'étoile va être plus loin du noyau, donc elle va refroidir. Elle sera plus loin de sa source de chaleur. Et vu qu'elle va refroidir, elle va aller vers des teintes un peu plus rougeâtres. Okay? Donc géante parce que le noyau se contracte parce qu'il est plus lourd, et vu que le noyau se contracte en réponse, l'enveloppe de l'étoile va gonfler. Et rouge parce que vu que l'enveloppe gonfle, elle va être plus loin du noyau, donc elle se refroidit. Ça devient rouge. Voilà le destin que subira notre Soleil. Alors, les étoiles similaires à notre Soleil dans le diagramme HR, en général, ça varie un petit peu selon si on est ici ou si on est là, ça vit autour de 10 milliards d'années. Notre Soleil vit environ 10 milliards d'années. Et là, remarquez déjà une chose, les naines rouges, j'ai dit qu'elles vivaient jusqu'à des centaines de milliards d'années, peut-être des milliers de milliards d'années, des naines rouges. Le Soleil, plus lourd, a une durée de vie plus courte. C'est là qu'on commence à comprendre quelque chose qui se passe avec les étoiles. Plus les étoiles sont lourdes, moins longtemps elles vivront. On en revient à ce principe de, au cœur des étoiles, il y a la fusion nucléaire, plus la pression est grosse, plus le taux de fusion va être élevé. C'est pour ça que les naines rouges vivent longtemps, le taux de fusion est lent. Dans notre Soleil, vu qu'il y a une plus grosse pression parce que l'étoile est plus lourde, le taux de fusion va être plus élevé. Donc notre Soleil vivra moins longtemps. Ok ? Et alors oui, lorsque donc le Soleil sera en phase géante, donc ici, eh ben, il va synthétiser, il va fusionner des noyaux de plus en plus gros. Il va fusionner l'hélium en beryllium, le beryllium en carbone, le carbone en oxygène. Et là, le carbone et l'oxygène, c'est des noyaux qui sont extrêmement lourds, donc extrêmement difficiles à fusionner. Si la masse de l'étoile n'est pas assez élevée, c'est-à-dire que si la pression au cœur des étoiles n'est pas suffisante, il ne sera pas possible de continuer la fusion au-delà du carbone et de l'oxygène. Si, au-delà du carbone et de l'oxygène, il n'est plus possible de continuer la fusion nucléaire, il n'est plus possible d'absorber de l'énergie. L'étoile n'aura plus d'énergie. Le noyau deviendra inerte. Et donc, l'étoile va mourir. Et ça, on le verra après, de comment est-ce que les géantes rouges,
qu'est-ce qu'elles subissent à leur mort, les géantes rouges. Donc qu'est-ce que les étoiles similaires à notre Soleil subissent à leur mort? On sait qu'elles gonflent, ok, donc là elles sont très vieilles, elles sont en agonie, et puis leur mort, comment ça se passe? Ce sera plus tard. Montons maintenant, toujours dans la séquence principale, et allons vers les étoiles un peu plus bleues. Un peu plus bleues, donc plus chaudes et plus lumineuses, parce qu'elles sont plus hautes. Les étoiles bleues sont plus hautes dans le diagramme que les étoiles jaunes ou les naines rouges. Donc si elles sont plus hautes, elles sont plus lumineuses, donc plus grosses. C'est ce qu'on appelle les géantes bleues. Les voici. Alors, c'est des étoiles qui sont très massives. Ça peut aller jusqu'à des dizaines de masses solaires, donc jusqu'à plus de 10 fois plus massives que notre Soleil. Idem, l'étoile est dans la séquence principale, donc elle prend de l'hydrogène, elle le fusionne en hélium. Toutes les étoiles dans la séquence principale, plutôt je dirais une majorité d'entre elles, fusionnent de l'hydrogène en hélium. Mais ici, l'étoile est plus lourde. Vu qu'elle est plus lourde, la pression dans son cœur va être plus élevée. Donc le taux de fusion va être encore plus élevé. Elle va fusionner les éléments très très vite, en tout cas plus vite qu'une naine jaune comme notre Soleil ou qu'une naine rouge. Ce qui signifie qu'elle va vivre moins longtemps. Les géantes bleues, ça a une durée de vie très courte. Très courte à l'échelle de l'univers, bien sûr. Entre 10 et 100 millions d'années. Ce qui signifie qu'elles sont assez rares dans l'univers, les géantes bleues. Parce qu'à l'échelle de l'univers, sur 13-14 milliards d'années, les géantes bleues, à peine elles naissent, à peine elles meurent. Donc elles ne vivent pas très très longtemps. Elles ne sont pas visibles très très longtemps. Et les géantes bleues, comment est-ce qu'elles vont agoniser? Eh bien, idem, on a une étoile qui est très massive. Donc, le taux de fusion dans son cœur va être rapide, elle va vivre moins longtemps, parce qu'elle va plus vite aller vers des noyaux de plus en plus lourds. Quand elle aura fini de fusionner l'hélium, comme une naine jaune, elle va prendre l'hélium, elle va le transformer en beryllium, le beryllium, elle va le fusionner en carbone, le carbone en oxygène, et lorsqu'on a parlé des naines jaunes, la fusion s'arrêtait au carbone-oxygène. Je vous avais dit, les naines jaunes n'ont pas des conditions optimales dans leur cœur pour aller au-delà, parce que juste trop légères. Là, les géantes bleues, elles sont plus lourdes, donc elles vont pouvoir continuer la fusion nucléaire et synthétiser des noyaux de plus en plus lourds. L'oxygène, elle va le transformer en sodium, le sodium en néon, et ainsi de suite. Elle va grimper sur la courbe des isotopes que nous avons vus tout à l'heure, jusqu'au fer, le fameux fer. Au-delà du fer, plus rien. Parce que pour qu'une étoile synthétise, pour qu'une étoile fusionne du fer, c'est une réaction qui s'appelle endothermique. Elle consomme de l'énergie. L'étoile va essayer de fusionner du fer, mais elle n'aura rien en retour. D'accord? Et c'est là que ce type d'étoile va mourir. Mais avant, j'ai oublié de vous dire aussi, donc après la séquence principale, donc l'étoile va passer d'hélium à beryllium, beryllium à carbone et ainsi de suite. On crée des noyaux de plus en plus lourds. Donc comme avec une naine jaune comme notre Soleil, le noyau va se condenser. Et donc l'enveloppe externe de l'étoile va grandir. Mais regardez, ici, le sodium, le néon, ce sont des noyaux qui sont plus lourds que l'oxygène et le carbone. Ça veut dire que le noyau de l'étoile va être encore plus dense par rapport à une naine jaune. Ça veut dire que l'enveloppe externe de l'étoile va encore plus gonfler. Plus le noyau se contracte, plus l'enveloppe externe de l'étoile va gonfler. C'est pour ça qu'on parle de supergéante rouge. Donc, une géante bleue qui est ici, lorsqu'elle est dans la séquence principale, elle prend l'hydrogène, elle le transforme en hélium, et puis après, elle va rester un tout petit peu ici, du côté des géantes, mais elle ne va pas y rester longtemps, parce que dès qu'elle va commencer à fusionner le sodium et le néon, le noyau va se contracter encore plus, et l'enveloppe externe de l'étoile va grandir. Donc, supergéante rouge ici. Alors, on a plusieurs couleurs de supergéante aussi, je vous passe les détails. Alors oui, dites-vous une chose, c'est que donc je vous ai dit qu'une étoile passe la majorité de sa vie dans la séquence principale. Lorsqu'une étoile est dans le stade de géante ou supergéante, c'est très court. Supergéante, c'est quelques dizaines de milliers d'années, je pense. Et géante, c'est quelques millions d'années.
D'accord? Donc ça meurt assez vite. Quand c'est dans le cas des géantes, ça meurt assez vite. Pour ça que la Bételgeuse, regardez, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'astronomie, je pense que la majorité d'ici oui, mais il y a quelques années, on pensait que la Bételgeuse était sur le point de mourir. Et on pense toujours qu'elle est sur le point de mourir. Ici, on ne comprend pas pourquoi. Regardez, la Bételgeuse. Là, dans ce diagramme-ci, je ne dis pas que c'est la plus grosse géante des géantes rouges, mais dans ce diagramme-ci, la Bételgeuse est vachement grosse. Si elle est vachement grosse, ça veut dire que le noyau devient de plus en plus lourd. Donc ça veut dire que dans le noyau de la Bételgeuse, elle commence à essayer de fusionner du carbone et de l'oxygène, sauf qu'elle n'y arrivera pas. Parce que la Bételgeuse, il y a très longtemps, c'était une étoile similaire à notre Soleil. D'accord? Donc elle va s'arrêter ici parce qu'elle n'est pas assez lourde, pas assez grosse, pas assez massive, pas assez de pression dans son cœur que pour aller au-delà de l'oxygène. Okay? En fait, typiquement, plus l'étoile géante ou supergéante est grosse, plus elle va être sur le point de mourir, parce que plus le noyau va être lourd et donc plus il va être petit. Soit. Bien, parlons maintenant de la mort des étoiles. Alors, il y a 3 grandes morts, comme j'aime bien dire, 3 scénarios de mort différents. Un scénario un peu plus doux, entre guillemets, à l'échelle cosmique. Un scénario moyennement doux, et un scénario de mort extrêmement violent. C'est ce qu'on va voir ici. On va commencer par une mort douce. Pour les morts douces, on va considérer les étoiles de type solaire qui se sont donc transformées en géantes. Je vous ai dit, quand une étoile est géante rouge, elle va essayer de fusionner du carbone, de l'oxygène, elle n'y arrivera pas assez de pression et de température dans son cœur. Et donc, elle va mourir. Comment est-ce qu'une géante rouge meurt? Eh bien, une géante rouge, lorsqu'elle sera en fin de vie, prenons la Bételgeuse, par exemple, un exemple concret, lorsque la Bételgeuse va commencer à essayer de fusionner du carbone, l'oxygène, elle n'arrivera pas, donc le noyau ne fournit plus d'énergie à l'étoile. À ce moment-là, dans le cas d'une géante rouge, eh bien, l'enveloppe externe de l'étoile va se détacher du noyau, comme si l'étoile s'évaporait, en quelque sorte. C'est ce qui forme une nébuleuse planétaire. Les couches externes de l'étoile se décrochent du noyau. Il n'y a plus de cohésion entre les enveloppes et le noyau. C'est ce qui donne une nébuleuse planétaire. Ici, c'est ce qu'on voit, la nébuleuse Helix Nebula en anglais. Donc en fait, typiquement, lorsqu'une étoile est géante rouge, elle va brusquement redescendre dans le diagramme HR pour aller dans le dernier groupe qu'on n'a toujours pas vu, les naines blanches. Étoile très chaude pourquoi? Parce que c'est typiquement un noyau d'étoile, donc il y a des pressions extrêmes dans une naine blanche, et très peu lumineuse, pour ça qu'elle est en bas, pour ça que les naines blanches sont en bas du diagramme HR, très peu lumineuse parce que très petite, peu de surface d'émission, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, quoi. Okay. Donc les naines blanches, c'est ce fameux noyau d'étoiles résiduel. Alors c'est très dense, forcément c'est un noyau, donc il y a une densité extrême. 1 cm3 d'une naine blanche, donc c'est un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, ça pèse 1 tonne. C'est extrêmement lourd, une naine blanche. Et c'est petit, une naine blanche, parce que c'est un noyau d'étoiles. Donc une naine blanche, typiquement, c'est une taille similaire à la Lune. Ça, c'est pour le scénario léger. Alors oui, aussi, pourquoi est-ce que l'enveloppe se décroche aussi du noyau? Pour qu'une étoile puisse vivre, il faut un certain équilibre. Il faut un équilibre entre la gravité de l'étoile, qui tend l'étoile à se contracter, et la pression de radiation, donc la radiation, l'énergie qui part du noyau et qui part vers l'extérieur, qui gonfle l'étoile. S'il n'y a pas ou peu de pression de radiation, l'étoile va se contracter. C'est le scénario d'après, on va le voir après. Parce qu'elle sera soumise à sa propre gravité. S'il n'y a aucune gravité, eh bien, la pression de radiation va être sur l'extérieur, l'étoile va gonfler et s'évaporer. Alors, deuxième scénario un peu plus extrême, on va prendre le cas maintenant d'une étoile de type géante bleue, ici. Alors, on a vu que ces étoiles allaient synthétiser des noyaux plus lourds que le carbone jusqu'au fer. Arrivé au fer, il n'y a plus aucune énergie de radiation parce qu'il n'y a plus de fusion. Il n'y a juste plus de fusion du tout. Donc il n'y a plus d'énergie de radiation. Il n'y a plus de force qui part du cœur de l'étoile vers l'extérieur. Il ne reste plus qu'une seule force,
la gravité de l'étoile. L'étoile va être soumise à sa propre masse. Ça veut dire que l'enveloppe externe de l'étoile va s'effondrer sur le noyau. Ça veut dire que le noyau de l'étoile, principalement composé de fer, à ce niveau-là, avant la mort de l'étoile, et d'autres petits éléments plus légers que le fer, ce noyau d'étoile va se prendre la masse d'une étoile sur la tronche. Donc le noyau va se contracter. Le noyau ne va pas se contracter à l'infini, parce qu'on a certaines limites de physique quantique, dont je vous passe les détails. Et à un moment donné, le noyau ne pourra plus être contracté, dû à la physique quantique. Donc le noyau va être incontractable. Il ne va plus pouvoir se contracter davantage. L'enveloppe externe de l'étoile va typiquement rebondir sur le noyau et être éjectée dans tous les sens, dans tout l'environnement interstellaire. Ceci, c'est ce qu'on appelle une supernova, une implosion d'étoiles, typiquement. Alors, les supernovas sont des événements extrêmement énergétiques dans l'univers. D'accord ? Parce que c'est typiquement une étoile qui implose, qui éjecte violemment toutes ses couches externes. Le résidu d'une supernova, c'est le cœur résiduel de l'étoile, mais un cœur d'étoile qui s'est prise la masse d'une étoile extrêmement élevée, parce qu'on parle de géante bleue dans ce cas-ci, ça s'est pris la masse d'une étoile extrêmement élevée, plusieurs dizaines de masses solaires sur la tronche. Donc le noyau de l'étoile se retrouve vachement comprimé. Le noyau de l'étoile s'est retrouvé tellement comprimé que ça a suffi pour changer la nature des éléments du noyau. Le noyau est devenu uniquement une boule remplie de neutrons. C'est que des neutrons. C'est ce qu'on appelle typiquement une étoile à neutrons. Résidu d'étoile extrêmement massive qui est passée par le stade de supergéante rouge et qui a implosé. Étoile à neutrons. Alors oui, aussi, il y a différents cas, mais ce cas-ci, par exemple, de supernova, il faut que la masse d'une étoile soit entre 8 et 25 masses solaires. Dans le cadre d'une nébuleuse, donc évaporation d'étoiles, la masse de l'étoile doit être inférieure à 8 masses solaires. Okay ? Alors une étoile à neutrons, c'est un objet qui est très fascinant et aussi très étrange. C'est très petit, une étoile à neutrons, parce que c'est un noyau d'étoile qui a tellement été comprimé que c'est tout petit. 10 km de taille, 10 km de diamètre, une étoile à neutrons. Extrêmement petit, et donc extrêmement dense. 1 cm3 d'étoile à neutrons, c'est 400 millions de tonnes. C'est gigantesque. 1 cm3, un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, ça pèse 400 millions de tonnes. Typiquement, c'est 400 000 tours Eiffel. 400 000 tours Eiffel, le poids, la masse de 400 000 tours Eiffel dans un petit cube de 1 cm de côté. Si vous lâchez ça sur le sol terrestre, ça traverse tout, typiquement. Enfin, peut-être pas tout, j'abuse ici. Oui, aussi les supernovas, donc c'est tellement énergétique que quand on regarde une galaxie, certains ici ont déjà pris des clichés de supernova, la lumière de la supernova se détache de la lueur d'une galaxie. Pour rappel, la lueur d'une galaxie, c'est un mélange de lueurs de centaines de milliards d'étoiles. Une supernova, c'est plus brillant que la lueur d'une galaxie. C'est juste super énergétique. Très lumineux. Bien. Ça, c'est déjà très violent comme mort, mais il y a la dernière mort. Encore plus violente. La mort la plus extrême. Existe-t-il une mort plus extrême que la mort que je vais vous présenter? Je l'ignore. Pour l'instant, non. Dans 10 ans, peut-être qu'on trouvera une mort encore plus extrême que celle-ci. Là, on va parler toujours d'une géante bleue, donc très massive, qui a gonflé en supergéante rouge, une très 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 grosse supergéante rouge. Typiquement, il faut que cette étoile ait une masse supérieure à 25 fois la masse du Soleil. C'est énorme comme bébé. C'est un beau gros bestiau. Et idem, on aura la même chose. On aura un peu un cas similaire avec la supernova. Le noyau va commencer à être inerte parce qu'il n'y aura plus que du fer. L'étoile ne pourra plus fusionner du fer, pas possible. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de pression de radiation vers l'extérieur. L'enveloppe de l'étoile va s'effondrer sur le noyau. Et là où dans le cas de la supernova, le noyau ne pouvait plus se comprimer et donc l'enveloppe de l'étoile rebondissait sur le noyau, donc supernova. Là, ici, on a une étoile beaucoup plus élevée en masse, une étoile bien plus massive. Ça veut dire que, idem, l'étoile va s'effondrer sur le noyau parce que plus aucune pression de radiation, parce que plus de fusion. L'étoile va s'effondrer sur le noyau, s'effondrer. Le noyau va se retrouver comprimé, l'étoile va se retrouver comprimée, et ça ne va jamais s'arrêter.
l'étoile ne cesse jamais de s'effondrer. Donc on arrive dans un cas extrêmement étrange où on a la masse d'une étoile, de 25 fois la masse du Soleil, qui se retrouve agglutinée en un point infiniment petit, parce que ça ne cesse jamais de s'effondrer. Ça, la masse d'une étoile agglutinée en un point infiniment petit, ce point a une densité infinie. Pourquoi? Parce qu'un point, par définition, mathématiquement, ça n'a pas de volume, un point. Ça n'a aucun volume, un point. Si vous avez une masse qui est agglutinée dans un système où il n'y a pas de volume, ça a une densité infinie. Parce que la densité, c'est la masse divisée par le volume. Diviser quelque chose par zéro, ce n'est pas interdit, mais ça donne l'infini. On divise une masse par un volume nul. 3 divisé par 0, ça fait infini. 200 000 divisé par 0, ça fait infini. La densité est infinie. Et quand on a dans l'univers un objet qui a une densité infinie, ça troue l'espace-temps. Ça troue la toile cosmique de notre univers. Et c'est ce qui donne le deuxième cas, un trou noir. Imaginez, alors j'aime bien dire ça quand je parle de trou noir, mais imaginez la chose la plus petite que vous êtes capable d'imaginer. Une particule, un quark, une pointe de crayon. Là, je vous parle d'un objet qui est une infinité de fois plus petit que ce que vous venez d'imaginer et qui pèse comme 25 soleils. Eh bien, ce petit objet, c'est ce qu'on appelle une singularité. Et la singularité, c'est ce qu'il y a au cœur des trous noirs. Ça, c'est la mort la plus cataclysmique. Alors, dans l'état de l'art actuel de la science, bien sûr, peut-être qu'on va observer des morts beaucoup plus cataclysmiques qu'un trou noir, mais en tout cas, pour l'instant, l'état de l'art, c'est le suivant. La science ne cesse jamais d'évoluer, bien sûr. On se remet toujours en question quand on fait de la science. Bien. On arrive tout doucement à la fin. Je voulais aussi vous montrer une simulation de supernova, donc implosion d'étoiles, étoiles qui s'effondrent sur le cœur et puis qui rebondissent sur le cœur et toute l'étoile est valsée dans tous les sens. Alors, j'ai trouvé cette simulation-ci, c'est plutôt une jolie simulation, mais remarquez bien, c'est que là, l'étoile est déjà en phase de géante. Donc, on ne voit pas en fait l'évolution totale de l'étoile quand elle est en géante bleue, et puis qu'elle passe en supergéante rouge, puis supernova. Et il y a une belle simulation qui existe, qui est issue d'un jeu vidéo, et qui est assez bien faite, je trouve. La simulation, c'est la suivante. Là, on a une étoile. Alors oui, techniquement, ça devrait être une étoile bleue, soit. Ce n'est pas parfait, mais on a une étoile qui va gonfler très fort. Elle grossit, pour former une supergéante rouge, très rouge, parce qu'elle est très loin du noyau, donc elle refroidit. Et puis on arrive au fer, et là l'étoile s'effondre, rebondit sur le noyau, et ça envoie une onde de choc. En 3 dimensions, du coup c'est une sphère, c'est l'étoile elle-même qui implose. Et c'est assez bien. La lueur bleue est aussi assez bien faite dans le sens où la lumière qui s'émane du supernova, c'est une lumière assez énergétique. Donc physiquement, c'est une lumière qui va aller plus vers le bleu. Les supernovas, ça peut émettre de l'UV, des rayons X. Quelques rayons gamma certainement, mais ce serait une lumière beaucoup plus énergétique, à plus haute fréquence donc, et à plus petite longueur d'onde. Bien, on arrive sur la dernière slide, une slide que j'aime bien aussi montrer aux gens. On a vu, et on se doute bien que tous les éléments qui nous composent, qui sont présents autour de nous, viennent des étoiles, en partie. Certains éléments viennent du Big Bang de base, comme l'hydrogène, l'hélium, ce sont les tout premiers éléments à être apparus dans l'univers au moment du Big Bang, parce que très facile à synthétiser. Les premières étoiles à être nées dans l'univers, c'est ce qu'on appelle des étoiles de population 3. C'est des étoiles qu'on n'a encore jamais observées pour l'instant, mais ce seraient les premières étoiles à être apparues dans l'univers qui seraient fatalement composées que d'hydrogène et d'hélium, parce qu'il n'y avait pas d'autres éléments à ce moment-là dans l'univers. Ces étoiles ont fusionné de l'hydrogène en hélium, de l'hélium en autres noyaux de plus en plus lourds, puis ces étoiles sont mortes. Ça a enrichi l'espace interstellaire en des noyaux plus lourds que l'hélium. Puis après, on a eu une nouvelle population d'étoiles composée d'autres types de noyaux, qu'on va appeler en fait des étoiles avec une certaine métallicité. Si vous voulez, les astrophysiciens approximent beaucoup, mais tous les éléments qui n'appartiennent pas à l'hydrogène et l'hélium, on dit que c'est des métaux. Donc plus on avance dans l'âge de l'univers, et plus les étoiles seront métalliques, parce qu'elles seront dans un environnement qui sera enrichi en métaux.
des éléments autres que hydrogène et hélium, parce qu'il y a eu d'autres étoiles avant. D'accord ? On a les étoiles qui peuvent créer du carbone, de l'oxygène, tous les éléments jusqu'au fer. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait les étoiles sont des vraies usines à atomes. Tous les éléments qui nous composent viennent des étoiles, en majeure partie, et aussi un tout petit peu du Big Bang. Et il existe un très beau tableau. C'est le principe du tableau de Mendeleïev, donc qui reprend toutes les espèces chimiques, toutes les espèces atomiques présentes dans l'univers et qui vous indique leur provenance, en fait. Et quand on vous dit que nous sommes des poussières d'étoiles, c'est très poétique, mais c'est surtout physiquement cohérent. Parce que voici ce tableau de Mendeleïev. Alors, je vous l'avais déjà présenté quelques fois, mais on a ici, par exemple, l'hydrogène et l'hélium, et un peu de lithium, qui sont en bleu, donc principalement issus de la fusion lors du Big Bang. Parce qu'au moment du Big Bang, je vous passe les détails, je ne vais pas refaire une conférence là-dessus, mais on avait des températures et des pressions extrêmement élevées. Alors, on a aussi la fin de vie d'étoiles peu massives. Par peu massives, c'est des étoiles similaires à notre Soleil, donc qui vont passer en géantes. Et tout ce qui est vert. On a un peu de lithium, on a un peu de carbone, on a un peu d'azote aussi. Puis après, on a l'explosion d'étoiles massives, donc géantes bleues, on a oxygène, fer. Alors, on crée aussi d'autres éléments. Non, le fer, il est, je ne sais plus où. Mais on a oxygène, fluor, néon, sodium. On crée aussi d'autres éléments, parce que quand on a une étoile qui meurt, on a des nouvelles conditions de pression et de température. Donc on va refaire un tout petit peu de fusion au moment de la mort d'une étoile. Donc vous étonnez pas qu'il y a d'autres éléments dont on n'a pas parlé ici aussi. On a par exemple, dans notre corps, on a beaucoup d'eau. On a vu au début de l'exposé que l'eau, c'était oxygène et hydrogène. En nous, on a donc de l'hydrogène qui vient du Big Bang. Donc en nous, on a des molécules d'hydrogène qui sont âgées, qui sont aussi vieilles que l'univers. Et on a aussi des molécules d'oxygène, des atomes d'oxygène, pardon, qui viennent d'explosions d'étoiles massives, donc de géantes bleues. En nous, on a des particules d'étoiles très massives. Soit. Alors on a aussi d'autres types d'objets. On a par exemple ici le fer, le cobalt, nickel, cuivre aussi, zinc. Une partie de ces éléments-là viennent d'explosions de naines blanches ou de fusion de naines blanches. On a aussi des fusions d'étoiles à neutrons qui peuvent créer de l'or, par exemple. Si vous avez des bijoux en or sur vous, sachez qu'une partie de cet or-là vient d'étoiles à neutrons qui se sont rentrées dedans. Donc, nouvelles conditions de pression et de température extrêmement élevées. Donc, on crée des atomes très gros. On a aussi beryllium et bore, c'est fission de rayons cosmiques, c'est de la fission nucléaire qui se passe dans l'atmosphère. Et tout ce qui est en gris, c'est des éléments artificiels, comme l'einsteinium, le fermium, l'américium, et ainsi de suite. Donc, quand on vous dit que vous êtes des poussières d'étoiles, c'est très poétique, mais c'est surtout extrêmement vrai. Et je pense que j'ai assez discuté, assez parlé d'étoiles. Je vous remercie.